Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur ce plateau de Cognac-Jet, plateau 3, pour ce téléfoot longue durée, un nouveau téléfoot, donc une nouvelle saison, puisque en fait la saison commence aujourd'hui. Et tout de suite une bonne nouvelle que nous a communiqué Philippe Tournon. Figurez-vous que les statistiques de la Fédération française de football font apparaître qu'après 10 journées de championnat, eh bien, la fréquentation des stades est très bonne puisqu'on note plus 42 000 par rapport à la saison dernière. On n'en est qu'à la 10e journée, c'est bien, et ça prouve en tout cas une chose, c'est que la télévision ne vide pas les stades CQFD. Alors on va tout de suite se débarrasser de la mauvaise nouvelle de la semaine. C'est vrai, l'équipe de France a un petit peu déçu à Leipzig, on attendait beaucoup mieux. Et Frédéric Jaillant, le premier, qui était allé avec Jean-Jacques Michal pour filmer éventuellement un grand pas vers la qualification, eh bien, il est resté un petit peu le bec dans l'eau. Enfin, il va nous raconter tout ça. C'était le match de mercredi en Coupe du Monde. La République démocratique allemande accueillait l'équipe de France au Zentralstadion de Leipzig. Tout d'abord, honneur à Maxime Bossis. C'était contre la RDA sa 66e sélection. Le record de Marius Trésor est battu. Et pour l'occasion, Michel Platini avait cédé au défenseur du Racing Club de Paris son brassard de capitaine. On reste ici, à nous le ballon. Hein. Petit cadeau à Bossis donc, mais sur le terrain, fini les gentillesses. Les défenseurs français entendent se faire respecter, n'est-ce pas Yvon Leroux? Cette fois, ça passe. Mais la deuxième, un carton jaune pour le stopper nantais. Ce sont cependant les Français qui se créent la première véritable occasion de la partie. Un quart d'heure de jeu et c'est la transversale qui renvoie cette tête de José Touré. Intéressant, de l'autre côté du terrain, la réaction de Joël Batz. Et oui, pas de chance, et peut-être cette action a-t-elle été le tournant du match. Mais il faut néanmoins reconnaître que les Français ont également eu leur part de réussite. Après 35 minutes de jeu, un pénalty aurait pu être accordé aux Allemands. L'arbitre italien, M. Delia, fait alors plutôt preuve de complaisance à l'égard de cette intervention de Bossis. Il peut siffler penalty. Je pense qu'il y a faute, mais dans l'intention, il n'y a pas faute. Disons que l'arbitre a été relativement gentil sur ce coup-là. Je crois que je mets le pied, mais il trébuche aussi un petit peu en même temps. Bon, il aurait pu siffler penalty, c'est vrai. Entre-temps, en première période, donc, c'est Joël Batz qui avait été le plus sollicité. Ici, un bon arrêt, et un peu plus tard, sur une reprise de volée de Liebers, le ballon qui passe tout près. Inquiétude d'Henri Michel en conversation avec Gérard Banide. Batz, lui, s'adresse à William Ayache. Puis à Alain Giresse. Réaction française cependant avec un ballon de Platini pour Touré, puis Bossis. Un bon tir, mais Müller est à la réception. Et finalement, après 40 minutes de jeu, ce sont encore les Allemands qui se créent une bien belle occasion. Mingue se présente seul devant Batz, mais bonne sortie du gardien français. 0-0 donc à la mi-temps. À ce moment-là, les supporters de l'équipe de France qui ont fait le déplacement sont encore optimistes, les joueurs également. Ainsi, Fabrice Poulain, qui, à l'inverse de Bossis, fêtait lui sa première sélection. Ce soir, j'avais l'impression pourtant qu'on avait le match en main, surtout en première mi-temps. J'avais pas l'impression qu'ils allaient nous mettre en danger. Et puis, sur deux coups, ils ont marqué 2 buts. Mais disons que par rapport au championnat de France, c'est surtout l'intensité qui est plus grande. Et c'est précisément 8 minutes après la reprise que les Allemands vont marquer le premier but. Ayache a renvoyé de la tête, mais le ballon revient dans les pieds de Krier, puis Stübner, qui ouvre en direction d'Andreas Thom, libre de tout marquage. L'attaquant de Berlin a tout le temps de centrer. Ernst reprend de la tête, moment de flottement, d'hésitation, et l'arbitre parfaitement placé qui finit par accorder le but. Bien placé également sur cette action, Luis Fernandez. Je sais que le ballon a navigué de droite et à gauche. Il s'est retrouvé sur un centre, remise en retrait, et un joueur qui a frappé de la tête. Je me suis couché, je l'ai ressorti de la main. Je ne sais pas si j'étais personnellement dedans ou dehors. Toujours est-il que s'il n'y avait eu but, il y aurait eu pénalty et qu'à ce moment-là, la RDA mène donc par 1-0. Quelques instants plus tard, cela aurait pu faire 2-0, mais une fois encore, Batz est bien sorti et toujours au devant de Rainer Ernst.
Mauvaise période pour l'équipe de France qui va cependant bien se reprendre. C'est tout d'abord après un centre d'Ayache et un tir de Bibar. Une reprise de Fernandez, mais ça passe au-dessus. Et puis surtout, 2 minutes après cette action, on retrouve Fernandez, un bon travail qui profite à Rocheteau pratiquement seul aux 16 mètres. Un tir, mais pas assez appuyé. Dans un premier temps, regardez, Rocheteau veut redonner à Fernandez. Il a hésité. Et ensuite, Muller a pu s'interposer, comme il le fera encore sur des tentatives de Fabrice Poulain, d'Yvon Leroux, ou encore de José Touré à la suite de ce coup franc tiré par Alain Giresse. Le football, c'est très simple, on a les occasions, on les met pas, les autres en ont une ou deux, ils marquent 2 buts, un but, après on est tous devant, contre-attaque, on prend un but bête. Bon, bah, disons, c'est le football, on peut rien faire d'autre. Hein. Reste que ce deuxième but donc, c'est à 8 minutes de la fin du match que les Allemands vont le marquer. Un premier centre de Kirsten que personne ne reprend, sinon Liebers. Il a aperçu en retrait son défenseur, Krier, et 2-0 pour la RDA. Sur le deuxième, un centre en retrait, et lui c'est juste sur la trajectoire, je vois pas le départ du ballon, et puis voilà. Dans les dernières minutes de la partie, les Français, notamment par Bellone, essaieront bien de réduire l'écart, mais René Muller effectuera encore d'excellents arrêts, comme sur cette nouvelle tête de José Touré. Bilan, les Français battus donc 2-0, une défaite qu'évidemment ils se refusaient à envisager quand la veille, ils étaient venus repérer le stade de Leipzig. Mais une défaite qui bien sûr a ses raisons, la première d'entre elles étant sans doute la motivation de leurs adversaires. Symbole, leur joie à la fin du match, alors que pourtant, ils n'iront sans doute pas au Mexique. Deuxième raison de la défaite, une certaine malchance. D'abord parce que cette tête de Touré s'écrase donc sur la transversale, et ensuite parce que les poteaux étaient carrés comme à Glasgow. S'ils avaient été ronds, peut-être le ballon serait-il rentré. Troisième raison, un placement sur le terrain qui a paru hésitant. On a souvent vu Platini derrière, alors que Bossis, lui, s'est souvent retrouvé devant. Un peu comme si les Français ne savaient s'il fallait défendre ou attaquer. Là, ils sont 7 sur la même ligne. Ici, ils étaient 8 pour récupérer le ballon, mais personne ensuite pour soutenir Alain Giresse, qui, dans ces conditions, va finir par se faire déposséder du ballon. Personne non plus sur le premier but pour marquer cet attaquant allemand. On connaît la suite et même chose sur le deuxième but avec tout d'abord Uwe Zetsche qui peut s'en aller tout seul sur la droite avant que de l'autre côté ce ne soit au tour de Krier d'être laissé libre de ses mouvements. Enfin, il faut noter qu'en Allemagne de l'Est, après cette défaite de la France, la presse n'a guère eu le succès modeste. Si elle parle du jeu passionnant de son équipe, de sa combativité et de son enthousiasme, selon elle, le coq gaulois s'est fait plumer. Rarement peut-on lire « il a été chassé de telle manière ». Alors voilà, si l'équipe de France d'Henri Michel veut faire la connaissance de ce charmant monsieur qui s'appelle Piqué, je vous le présente, c'est la mascotte de la Coupe du Monde. Eh bien, le problème est simple, il faut gagner contre le Luxembourg fin octobre au Parc des Princes et ensuite le 16 novembre, eh bien, il faudra renouveler la soirée bulgare et la soirée néerlandaise, c'est-à-dire gagner pour se qualifier pour la phase finale de la Coupe du Monde au Mexique. Nous n'en sommes pas encore là, à signaler quand même les retombées de ce match, la presse italienne, qui est un petit peu gavée de gros titres, eh bien la presse italienne a un petit peu trahi, paraît-il, le capitaine de l'équipe de France, Michel Platini, lui faisant dire que certains de ses coéquipiers étaient un peu des peintres. Lui, il dit qu'il ne l'a pas dit. Bref, fermons le banc et souvent, on a vu dans les journaux italiens, il faut dire qu'il y a au moins 4 journaux spécialisés de sport sur la péninsule italienne, à peu près 6 à 8 pages de football par jour, calculez vous-même, 6 x 4, 24 pages de football, il faut les remplir, on met des titres gros comme ça. Bref, c'est terminé. Il y avait eu pourtant, à la veille de ce match contre la RDA, un bon résultat pour le football français. C'était le bon résultat nul des espoirs de Marc Bourrier à Karl-Marxstadt, où se trouvait également Frédéric Jaillant. Environ 10 000 personnes pour suivre cette rencontre. En cas de défaite, les Français étaient éliminés. En cas de victoire, ils possédaient les meilleures chances de se qualifier pour les quarts de finale du championnat d'Europe Espoir. Comme ils ont fait match nul, il leur reste à battre la Yougoslavie pour leur dernier match et à souhaiter une défaite de la Bulgarie en RDA.
Là, ce sont les Allemands qui marquent les premiers. Une demi-heure de jeu, un long centre de la droite, prolongé par Kraus, repris par Doll, dévié par Comboiré. 1-0 pour la RDA et c'est le score à la mi-temps. Deuxième période, ouverture de Fernier vers Papin qui a laissé à Fournier. Mais le tir du Lyonnais n'est pas assez appuyé. Et puis c'est à un quart d'heure de la fin du match que les Français égalisent. Coup franc de Passy vers Papin qui joue à Bruges et dont on pense qu'il vient de marquer. Mais en fait, regardez, c'est le numéro 11 allemand, Doll, celui-là même qui avait inscrit le but de son équipe, qui la marque contre son camp. Score final donc 1-1. C'est à Reims le 15 novembre prochain que les Français joueront contre la Yougoslavie. Un dernier match peut-être décisif. Toujours en Coupe du Monde, d'autres matchs en ce milieu de semaine a signalé la qualification de l'équipe de Pologne qui participera à sa 4e phase finale consécutivement. C'est pas mal pour le football polonais. Et aujourd'hui, on a appris également que le Canada avait battu Honduras et que le Canada serait le 2e représentant du CONCACAF, c'est-à-dire l'Amérique centrale, avec le Mexique, pays organisateur. Les autres rencontres en images, en tout cas celles où il y a eu des buts, parce que par exemple à Pologne-Belgique, ça s'est terminé par un mauvais 0-0, mais avec la Pologne qualifiée. On va tout de suite se rendre au Pays de Galles pour la rencontre entre le Pays de Galles et une touche à la Reinders, un petit peu plus courte. La balle va revenir sur l'aile gauche, un bon centre et une reprise instantanée de Hughes. La balle passe entre les jambes d'un défenseur écossais et trompe le gardien. 1-0 pour le Pays de Galles qui devait absolument gagner pour espérer se qualifier. Contre favorable malgré 2 adversaires, centre du pied gauche, frappe instantanée, le gardien battu. 1-0 en première mi-temps, le Pays de Galles mène face à l'Écosse. Deuxième période, faute de main, indiscutable, l'arbitre est bien placé. C'est le pénalty pour l'Écosse. Cooper face à Southall. Neville Southall, le gardien de but gallois, et 1 but partout. Pendant ce temps-là, il se passe quelque chose de très grave sur le banc écossais. L'émotion est trop forte pour Jock Stein, ex-manager du Celtic, manager de l'équipe d'Écosse, victime d'une crise cardiaque. Il décédera quelques minutes plus tard. C'était un grand monsieur du football. Le lendemain, à Wembley, l'Angleterre, pratiquement qualifiée pour Mexico, reçoit la Roumanie. Un coup franc intelligemment joué par Kenny Sampson. Et quand on joue la ligne, il faut que tout le monde la joue, sinon c'est un petit peu ridicule. Et voilà ce qui se passe. 1-0, but marqué par Hoddle, 25e minute. On ne voit pas tout le monde, mais on s'aperçoit qu'il y a 2 petits rouges qui ont été oubliés là. Eh oui, les voilà. Le but est donc parfaitement valable. Hoddle donne l'avantage à l'Angleterre. Mais en deuxième mi-temps, l'équipe roumaine, par Kamataru, après 1 heure de jeu, sur une belle ouverture de Rednik, va égaliser. Mettant les 2 équipes à égalité, 1 but partout. Il faudra que l'Angleterre gagne contre la Turquie à Wembley pour se qualifier. Ça ne sera pas, semble-t-il, trop difficile. Mais Shilton aurait préféré une victoire pour sa 73e sélection, à l'occasion de laquelle il égalait le record pour un gardien de but dans l'équipe britannique, record détenu par le grand Banks. 1 but partout donc entre l'Angleterre et la Roumanie. C'est fini pour le football international dans ce téléfoot. On va passer maintenant à la 11e journée du championnat de France de première division, avec tout d'abord les 5 matchs qui se sont déroulés vendredi. C'est Philippe Huy qui est aux commandes et qui va vous retracer cette première moitié de la 11e journée de division 1, championnat de France de football. Tout d'abord, Nancy lance avec un premier but que vous ne verrez qu'au tableau d'affichage. Il a été marqué par Bruno Germain pour Nancy dès la 2e minute. Les Nancéens ont dominé cette première période. Ils se sont créés plusieurs occasions, notamment par Martin et aussi par Picot, permettant à Gardier, le gardien réserviste de Lens, de réussir quelques bons arrêts. Et puis, les Lensois vont avoir aussi
une occasion après cette nouvelle action nancéenne par Ramos, une occasion de marquer. Et à la mi-temps, donc le score est de 1-0 pour Nancy, alors que là, vous voyez donc l'action qui aurait pu permettre à Ramos d'ouvrir la main. 1-0 donc pour Nancy en première période. Martin va s'illustrer avec un petit pont et c'est Martialis qui marque le deuxième but de Nancy. 2-0 à ce moment-là pour les Lorrains et finalement Lens va réduire la marque sur un coup franc de Gillot à la dernière minute. 2-1 donc pour Nancy. Auxerre-Strasbourg maintenant, un test utile pour les Bourguignons à 5 jours de leur match de Coupe d'Europe contre Milan. Derrière, vous l'avez vu, les Bourguignons ont l'air de tenir. Et devant, eh bien, ils se sont créés quelques occasions. Et Johnny Schutt, là, c'est encore illustré. Johnny Schutt qui n'a que... Philippe Schutt, pardon, le fils de Johnny, qui n'a que 18 ans. Les Bourguignons vont marquer un premier but par Ferreri à la suite de ce festival de tête. Et c'est encore Jean-Marc Ferreri qui est à l'origine du deuxième but qu'il donne à son presque homonyme Bernard Ferret. 2-0 donc pour Auxerre. Laval-Metz, le match d'un autre Européen, Metz qui doit jouer mercredi à Split. Les Lorrains ont bien préparé cette rencontre. Un petit pont d'Inchberger, à l'arrivée une superbe tête de Jules Bocandé, le Sénégalais du FC Metz. À la mi-temps, 1-0 donc pour Metz. Et en deuxième période, eh bien, c'est un autre Sénégalais, celui de Laval, Tierno Youm, qui va marquer à la suite de cette action qui vient exactement du même côté. Le centre, cette fois-ci, est de Rezo. La reprise de Tierno Youm, 1 partout entre Laval et Metz. Brest-Toulon, un match entre deux équipes qui ont besoin de gagner. Toulon va marquer le premier à la suite de ce centre d'Aymon, repris par Rico. 1-0 donc pour les Varois. Tout va aller très vite dans ce match puisque 3 minutes plus tard, Brest va égaliser sur une ouverture de Bouquet. C'est Marini qui trompe Olmeta. 4 minutes encore plus tard, un nouveau but, un remarquable travail de Musseline au départ de l'action, un relais avec Bucher et c'est Musseline qui marque le deuxième but des Bretons. 2-1 donc pour Brest. Et puis pour finir, Marseille-Rennes, c'est la seule victoire à l'extérieur de la soirée. 12e minute, une montée de Nino, un relais avec Guy Lacombe, un contre heureux et Joseph-Antoine Bell est fusillé par Nino. 1-0 pour Rennes. Les Marseillais vont égaliser à la suite de cette belle action. Un tir remarquablement bien croisé par Zégnier. 1-1, c'est le score à la mi-temps. Mais au début de la deuxième période, Rennes va marquer un nouveau but à la suite de ce centre de Charrier pour Guy Lacombe, étrangement seul, et qui marque 2-1 pour Rennes, car ce but que vous allez voir de Zégnier sera justement refusé par M. Di Bernardo pour un hors-jeu des Marseillais. Voilà, c'était donc les matchs qui se sont joués vendredi soir. À l'instant même, Philippe Pouy vous parlait de Joseph-Antoine Bell. Nous allons y revenir puisqu'à l'occasion de ces téléfoot de cette saison, eh bien, nous allons bien sûr vous présenter les personnalités les plus marquantes qui sont arrivées dans le football français. Et le gardien de but de Marseille en est certainement une, Joseph-Antoine Bell, donc le gardien de but de l'OM. Bernard Renaud est parti à sa découverte. Voilà ce que donne son reportage. On dit les gardiens de but s'en foutent, mais on est obligé d'être comme ça. Il faut aller très vite, ça tient un peu de choses. Une dixième de seconde. Je suis pas fou, on peut le dire, mais ça je m'en fous, je sais ce que je fais. Et oui, Bell sait ce qu'il fait. Souvenez-vous, l'année dernière, qui fut l'artisan de la qualification du Cameroun pour la finale de la Coupe d'Afrique? Joseph-Antoine Bell, au four et au moulin. Dans les buts pour éviter d'en prendre, face au but pour en marquer. Les pénaltys, c'est son dada. Un an plus tard, Bell arrive à Marseille, où il habite la résidence Roche-Bell. Ça ne s'invente pas.
ses débuts non plus. Dans l'appartement, chez nous, il y avait deux portes qui étaient face à face et donc c'était devenu nos buts. Mon frère, qui est aujourd'hui pilote, était dans les buts en face, si je peux dire. Et moi, on se lançait la balle à la main et quelquefois, il y avait nos parents qui étaient assis à table, qui mangeaient, qui faisaient les spectateurs. Et en passant, je leur dis merci parce que je crois que s'ils nous avaient arrêtés, peut-être que je ne serais pas devenu gardien de but. Retour en arrière, 1979, après avoir joué à Douala, en Côte d'Ivoire, Bell arrive à Paris pour y poursuivre ses études afin d'obtenir le diplôme d'ingénieur des travaux publics. 2 ans plus tard, il abandonne, le football a gagné 2-0. Travaux publics, vous n'avez pas la possibilité de rester chez vous et de relire. Il faut être à l'école, il faut suivre les cours. Là, de temps en temps, vous replongez dans vos bouquins, vous avez des regrets? Vous dites, j'aurais peut-être mieux fait d'être ingénieur en travaux publics que gardien de but? Non, je crois que ce que je vais essayer de faire pour en finir une fois pour toutes, c'est que mon fils ne jouera pas au football et lui il sera ingénieur de travaux publics, et comme ça, j'aurai pas de problème. Mariage, retour à Douala, puis départ pour l'Égypte. Nous y sommes actuellement. 3 saisons durant, Bell va y faire les beaux jours du meilleur club du pays, les Arabs Contractors. Là-bas, il s'affirme